L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, les décodeurs de l'écho pour nous expliquer ce soir si c'est le retour du nucléaire en Europe à l'occasion de l'accord signé ce matin à Londres par le gouvernement britannique avec EDF associé à des investisseurs chinois. Accord visant à la construction de 2 générateurs EPR pour un coût de 19 milliards d'euros dans le sud-ouest du pays à Hinkley Point à échéance 2023. On en parle toujours avec nous. Il y a Francis Sorin, l'un des directeurs de la Société française de l'énergie nucléaire qui regroupe les professionnels du nucléaire, nos duettistes de BFM Business, Benaouda Abdelrahim, Emmanuel Le Chim, Nicolas Meillan, consultant chez Frost et Sullivan. Puis j'accueille le député Europe Écologie Les Verts du département du Doubs, Éric Alauzet. Bonsoir. Bonsoir. Éric Alauzet, vous allez avoir fort à faire avec J'ai entendu en coulisses. Vous avez entendu tout à l'heure. Vous venez de rentrer dans le studio. On revient simplement sur la Grande-Bretagne. Oui, avec la fin des réacteurs programmés. Ils ont 16 réacteurs, hein, les Britanniques, des réacteurs qui vont arriver à expiration d'ici 10 ans. Il faut donc les renouveler. On n'avait pas inauguré de centrale nucléaire depuis 1995, donc au Royaume-Uni. C'est un grand jour, a expliqué le Premier ministre David Cameron ce matin. Les termes de l'accord avec Jean-Baptiste Huet pour BFM Business. Il aura fallu plus d'1 an de tractation pour enfin arriver à un accord. Les 2 EPR qui vont être construits dans le sud de la Grande-Bretagne doivent assurer vers 2020 7% de la production électrique britannique. Un très beau contrat pour EDF, presque 19 milliards d'euros. David Cameron, le Premier ministre britannique, semble lui aussi ravi. Je pense que c'est un jour très important pour notre pays, le jour où nous avons donné notre accord à la construction d'une nouvelle centrale, je l'espère la première d'une série de nouvelles centrales. Depuis la catastrophe de Fukushima, de nombreux pays se désengagent du nucléaire. Pour la Grande-Bretagne, il reste une énergie d'avenir, un choix parfaitement assumé. Sir Peter Rickett est l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France. Chez nous maintenant c'est à peu près 20% de notre mix énergétique, mais les anciennes centrales nucléaires et les centrales charbon vont tous viennent au fin de leur vie dans les 10 prochaines années. Alors il faut renouveler et il y a un consensus parmi les 3 partis politiques chez nous pour garder le nucléaire dans notre mix. L'autre bonne nouvelle est pour les contribuables britanniques qui a priori n'auront rien à débourser pour financer le projet. Sir Peter Rickett. Le gouvernement a toujours été clair que nous ne donnerons pas de subventions publiques pour le renouvellement de notre nucléaire. Pour assurer le financement, un consortium a été créé. EDF, maître d'œuvre, entouré d'Areva et de 2 compagnies chinoises, CGN et CNCC, toutes 2 actionnaires à hauteur de 30 à 40%. Une manière aussi de rassurer les autorités britanniques. L'EPR fait un peu figure de réacteur maudit car très complexe à construire. Or, les chantiers de Flamanville et de Finlande accumulent des années de retard et les coûts ont explosé. Sir Peter Rickett. EDF nous ont convaincus que oui, c'était difficile à Flamanville et en Finlande. Aussi, ils font des réacteurs en Chine, à Taishan, qui marchent mieux. Alors, on pense qu'on apprend avec cette nouvelle technologie. Et bien sûr, le risque est partagé entre plusieurs entreprises et qui reste avec l'opérateur. Une belle opération qui pourrait ouvrir la voie à d'autres contrats, notamment en Grande-Bretagne. Le réacteur EPR a été mis au point dans les années 90. En 2013, aucun n'est encore en service. Voilà l'explication pour les décodeurs de l'écho sur BFM Business, signé Jean-Baptiste Huet. Éric Alauzet, vous êtes député Europe Écologie du Doubs. On expliquait tout à l'heure que ce choix s'est fait dans un grand consensus politique. Hein. Le projet avait été initié par Tony Blair et que ce soit les travaillistes ou les conservateurs, ils applaudissent des 2 mains donc à l'arrivée de ces 2 EPR. La balle nucléaire n'est pas tabou. Est-ce que vous le regrettez? On a l'impression que c'est merveilleux, hein, cette affaire-là. Vous l'avez même prononcé le mot d'inauguration. Je vous ai entendu dire inauguration, quand on voit ce qui s'est passé à Flamanville, ce qui s'est passé en Finlande, parler d'inauguration d'une centrale nucléaire en Angleterre, alors que l'accord n'est même pas finalisé. Je vous le rappelle qu'il y a encore plusieurs mois de négociations, même si l'annonce a été faite. Quand on ouvre une usine, en général, il y a une cérémonie d'inauguration. Et que je ne sais pas qui peut imaginer aujourd'hui que ces chantiers vont se dérouler sans ennui. Alors, peut-être moins que ce qu'on a connu ici en France, mais franchement, parler d'inauguration à ce stade, je trouve ça d'une naïveté absolument extrême. Bon, on verra bien. De toute façon, un jour, la centrale nucléaire va bien ouvrir un jour, elle sera inaugurée. On fera le ruban. À quel coût on verra. À la limite, c'est pas votre argent. Puisque
C'est l'argent du contribuable britannique. Mais vous savez qu'EDF est très engagé dans cette affaire. Nécessairement 45-50%. Et assurera éventuellement les dettes s'il doit y en avoir, si le prix n'est pas à ce qui a été annoncé, si ça coûte plus cher. Pourquoi les Britanniques choisissent le nucléaire, l'EPR font-ils un mauvais choix? Mais vous voyez bien que nos sociétés sont un petit peu à un carrefour en ce moment et qu'il y a des gros doutes sur la façon dont notre avenir énergétique pourra être assuré. Donc il y a beaucoup d'hésitations et il peut y avoir à un moment donné des basculements d'un côté ou de l'autre, mais avec des incertitudes énormes. Et je crois que le gros problème de cette annonce, c'est que ça peut encore entretenir quelque temps l'illusion que la transition énergétique passe, je ne vais pas dire par le nucléaire, parce que plus personne ne dit ça aujourd'hui, mais au moins en partie par le nucléaire. Au moins en partie par le nucléaire. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez tous très bien que de toute façon, alors on parle à l'échelle d'une génération, 2 générations ou plus, c'est selon, mais le nucléaire repose sur l'uranium, qui est une énergie fossile. Donc, à plus ou moins long terme, le nucléaire est condamné. C'est une question de temps. Donc il faut s'organiser. On peut se passer du nucléaire d'après vous ? On ne va pas fermer les centrales nucléaires, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça peut durer 5000 ans encore, les réserves d'uranium. Ah, vous pensez ça ? Oui, avec les réacteurs de génération. Alors il faudra vous confronter à d'autres experts qui sont plutôt sur quelques dizaines d'années. Eux ont tort sans doute, et vous avez raison. Moi, j'admets la controverse, mais je comprends assez mal que des experts, qui sont sans doute aussi qualifiés de vous, puissent dire quelques dizaines d'années, et vous nous dites 5000 ans. Franchement, c'est pas très sérieux. Il n'y a pas d'experts qui disent quelques dizaines. Bon, allez, je pense on va pas trop s'affronter sur les chiffres, parce que je pense qu'aucun ne sera d'accord, mais sur les principes. Ce que j'aimerais aussi, c'est que vous précisez, qu'est-ce qu'on met derrière le terme de transition énergétique? Parce que c'est ça. Moi, ce que je comprends derrière le terme de transition énergétique, d'après ce que j'avais cru comprendre, c'est que la priorité, c'était effectivement moins d'émissions de CO2, et donc, ce qu'on peut appeler décarboner l'économie. Alors, moi, j'aimerais bien d'abord que vous puissiez, alors, est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Et deux, moi, j'aimerais que vous m'expliquiez comment on fait dans un premier temps. Je dis pas que le nucléaire, c'est l'avenir ad vitam aeternam, mais comment on fait dans un premier temps pour à la fois décarboner, c'est-à-dire moins de pétrole, moins de gaz, moins de charbon, parce que le charbon, vous en parlez pas beaucoup, chez vous, et en même temps, moins de nucléaire. Ça se fait à un coût pour le consommateur et pour les Français qui se traduirait par une baisse du niveau de vie qui est absolument insupportable. Il y a beaucoup de questions en une. Il y a beaucoup de questions en une. Sur la dernière, ça se traduit par un coût exorbitant pour le consommateur. On vient de faire la démonstration avec ce projet anglais que maintenant on atteint pour le nucléaire des coûts qui sont colossaux, qui sont à peu près équivalents, attendez, laissez-moi terminer, qui sont à peu près équivalents à ceux de la transition énergétique au sens énergie renouvelable. D'ailleurs, les études qui ont été faites pour la France, stratégiques, prospectives, montrent que si on devait ou renouveler le parc nucléaire, ou avoir un programme équivalent, on va dire, en énergie renouvelable, dans les deux cas, ça coûte une fortune. Donc ce que je remets en cause, c'est pas la gestion du parc nucléaire aujourd'hui, dont on sortira que très progressivement. C'est qu'on se lance, comme l'Angleterre aujourd'hui, dans un nouveau projet stratégique nucléaire. C'est ça la difficulté. Moins cher que vous voyez bien que c'est de moins en moins vrai. Et aujourd'hui, on est à 109 € du mégawattheure en Angleterre. Mais dans 20 ans. Quand vous construisez des éoliennes, vous êtes obligé de construire les unités de production d'électricité marchant aux fossiles pour suppléer la production des éoliennes quand le vent ne souffle pas. Écoutez, on est bien content en France, en plein hiver, quand il fait très froid, et quand nos centrales nucléaires ne peuvent pas produire, d'aller chercher de l'électricité produite par quoi? Vous le savez, par les usines à charbon des Allemands. Et ça, personne ne le dit. On est beaucoup plus importateur d'énergie fossile qu'exportateur d'énergie nucléaire. Mais si. Ce serait intéressant de parler de l'Allemagne si on a le temps. Évite-t-il ou pas, on va en parler tout de suite, Francis Thorin, mais l'atome évite-t-il ou pas les émissions de CO2? Oui. Alors, attendez, je donne le chiffre de la Société française d'énergie nucléaire que j'ai trouvé. Vous me dites ce que vous en pensez. L'atome, c'est 13% de la production électrique mondiale, 25% en Europe, et permettrait chaque année d'éviter les émissions de CO2 de l'Inde et de la Russie réunies. Oui, alors j'en profite pour répondre à la question d'Emmanuel. Répondez à ma question aussi. Oui, en même temps. Est-ce que la cause c'est le changement climatique et le carbone? Oui, mais la cause c'est les énergies fossiles en général. L'uranium est une énergie fossile. Donc la transition écologique, c'est se débarrasser des énergies fossiles. Ouais, absolument, on est d'accord. Vous jouez sur les mots là, vous jouez sur les émissions, bien entendu. Que le nucléaire aujourd'hui, et d'ailleurs c'est amusant parce que les pro-nucléaires, excusez-moi de le dire comme ça, c'est pour aller un peu vite, c'est pas du tout méprisant, ne se sont intéressés à la question du changement climatique qu'à partir du moment ils ont vu l'opportunité que ça représentait pour leur industrie. Vous n'entendez jamais parler de ça à propos C'est donc une opportunité
C'est une opportunité pour rejeter moins de carbone, mais pas pour sortir de l'IRA. Heureux de vous l'entendre dire. Je n'hésite pas à dire les choses sincèrement. Est-ce qu'il faut une part de nucléaire quand même? Et on l'a. Oui, on l'a. Non, pardon. Dans votre monde idéal, est-ce que le nucléaire a droit de cité? Mais il y a des usines qu'on inaugurerait. Non, je pense que ça ne va pas être le cœur d'une stratégie de développement de notre transition énergétique. Mais en revanche, dans un pays comme la France, où on a un parc important, il va falloir le gérer sur plusieurs décennies, bien entendu. Heureusement qu'on l'a, ce parc. Heureusement, je sais pas, les Allemands en ont pas. Ils ont 1 kWh qui est évidemment plus cher, mais ils ont des factures. Alors justement, des factures d'usagers qui sont moins importantes que les nôtres. Pourquoi? Parce que le nucléaire nous a empêché de faire, nous a empêché les ménages. Les ménages, bien sûr que si. Ah non. Les ménages ont des factures moins importantes. Allez-y, développez. Parce qu'ils consomment beaucoup moins. Mais elle est 2 fois plus chère. Donc ça revient, ils ont des factures donc l'énergie plus chère, mais la consommation bien moindre fait qu'au total, la facture des ménages est inférieure en Allemagne. Avec 45% au charbon d'électricité en Allemagne. Je voudrais qu'on revienne simplement la question qu'on se pose ce soir sur BFM Business. Est-ce que c'est le retour du nucléaire en Europe? On voit la Grande-Bretagne qui opte pour 2 EPR, donc dans le sud-ouest du pays. On est 2 ans après Fukushima. Benahouda, l'Europe, elle était devenue extrêmement méfiante. On sait que l'Italie, donc, a dit qu'il ne reviendrait pas sur le nucléaire. Madame Merkel, quelques semaines après la catastrophe du Japon, a décidé qu'elle arrêterait, donc fin du nucléaire en 2022. 8 réacteurs sont arrêtés outre-Rhin sur un total de 17. Qu'elle ne s'est pas un petit peu précipité? Est-ce que la gestion de l'arrêt du nucléaire n'a pas été un peu erratique en Allemagne, avec notamment une explosion des coûts pour le consommateur? Elle est erratique parce que c'est un projet qui ne provient pas de la CDU, enfin des conservateurs. Elle l'a fait par opportunité politique, donc elle l'a pas fait pour des raisons de conviction politique. Il y a un certain nombre de problèmes qui se posent, c'est notamment en Allemagne, tout le monde en parle, c'est les 3000 ou 3500 km de lignes à haute tension qu'il va falloir construire entre le nord et le sud pour faire circuler l'électricité verte. Un autre point qui actuellement en Allemagne est en train c'est un angle d'attaque des pro-nucléaires par rapport aux anti-nucléaires, c'est de dire le coût social qui est imputé à la sortie du nucléaire. En gros, là, en 2014, les grandes compagnies d'électricité vont augmenter de 20% la taxe qui est destinée à financer les énergies vertes. On passerait donc ainsi de 5,2 centimes du kilowattheure à 6,2 centimes du kilowattheure. En gros, le discours, ce sera, si on paye plus, c'est à cause de ceux qui veulent nous faire sortir du nucléaire. Après, chacun dira si c'est vrai ou faux, et selon ses convictions. Mais en tout état de cause, c'est un discours qui est en train de s'installer en Allemagne. Ce sont les petits qui payent pour les gros, sachant que les grandes entreprises énergivores industrielles en Allemagne sont exemptées de cette taxe de financement du passage aux énergies vertes. Et donc c'est un élément aussi, l'aspect social, finalement, pour le porte-monnaie de chaque Allemand, qui est en train de prendre de l'ampleur dans le débat public en Allemagne. Donc on s'est précipité, Eric Alauzet, en Allemagne? Non, vous savez, c'est la stop and go, il y a des débats politiques qui sont compliqués partout. Donc il y a des hésitations. Donc à certains moments, certains avancent quand ils sont au pouvoir. Ceux qui leur succèdent n'ont pas tout à fait la même vision, ils ralentissent. Voilà, mais on voit bien que globalement, quand même, si on prend la tendance, si on enlève les creux, les bosses, on voit bien que la tendance est à la sortie du nucléaire et avec une volonté farouche en Allemagne de développer les énergies renouvelables et de faire des économies d'énergie, surtout des économies d'énergie. Francis Laurent, est-ce que Fukushima ou pas, est-ce que le bon vieux nucléaire a encore la cote dans le monde? Je crois qu'on peut dire ça, avec quelques nuances, bien évidemment. Il ne faut pas nier les problèmes d'acceptation publique que pose le nucléaire. Cela dit, la situation mondiale est telle sur le plan énergétique, avec une raréfaction annoncée des combustibles fossiles sur lesquels nous appuyons les 3/4 de notre production d'énergie. Et deuxièmement, la menace du dérèglement climatique, avec les rejets de CO2, ces 2 éléments-là font que le nucléaire est en quelque sorte porté par des logiques décisionnelles qui nous paraissent évidentes. Nicolas Meillan. Oui, moi je voulais revenir sur l'Allemagne, quelques chiffres sur l'Allemagne. Donc toujours 45% de la production d'électricité au charbon. Le nucléaire, enfin le développement des renouvelables, qui aujourd'hui fait 10% de la consommation, la production d'électricité, a permis effectivement de remplacer un peu de nucléaire. Mais ces 10%-là, ils ont coûté 300 milliards d'euros. C'est-à-dire le coût de construction du parc nucléaire en France qui permet de couvrir 80% des besoins français. Donc ça coûte quand même plus cher en Allemagne et ça n'a pas permis de faire baisser ni la proportion de production au charbon, ni la production
au gaz, qui sont les deux énergies fossiles dont on va manquer. Le charbon, 40% de la production d'électricité dans le monde. Je pense que si les Verts étaient inquiets de la situation de la planète, il ferait mieux de s'intéresser au charbon, puisque ça représente plus de 3 fois la production du nucléaire. On s'intéresse à tout. Bien sûr que le charbon est un problème. Regardez vous ce ne qui se voulez passe pas, en vous voulez Chine. pas accepter les kilowattheures qui viennent d'Allemagne l'hiver parce qu'ils sont fabriqués au charbon, vous utilisez chez vous. Vous le faites. Vous très l'utilisez. bien. Et ça, c'est le résultat du nucléaire en France. Et alors, les chiffres, le problème, c'est que les chiffres, c'est tellement compliqué. J'en ai qui montrent que, par exemple, les subventions européennes aux énergies selon le secteur, c'est pour les fossiles 26 milliards, pour les énergies renouvelables 30 milliards, pour le nucléaire 35 milliards. Bon, on voit à peu près comment s'établissent ces choses. Sur les emplois, c'est intéressant de voir avec quelle énergie on produit le plus d'emplois. Et on sait que les énergies renouvelables et les économies d'énergie génèrent, allez, alors 5 à 10 fois plus d'emplois que le nucléaire. C'est capital, ça. Non. C'est capital. Ça sort d'où ces chiffres? On les trouve partout. On les trouve partout. Combien d'emplois créés avec le projet anglais? Combien 25 000. Il y aura 25 000. 25 000 en France. Enfin, non, c'est ce qu'a dit David Cameron. 7 500 En France, il y aura entre 3 000 et 4 000 emplois créés par le projet anglais. Avec 20 milliards, on crée beaucoup plus d'emplois que les 25 000 Monsieur dans les énergies renouvelables et dans les... Puis-je me permettre de vous... Alors, un mot, 4 fois plus, 5 fois plus. Puis-je me permettre de vous interpeller sur une question qui doit vous tenir à cœur? Bon, l'Allemagne décide d'arrêter le nucléaire, elle met hors service 8 de ses réacteurs. Pour compenser, bien évidemment, bon, c'est pas les éoliennes et les panneaux solaires qui vont compenser ce manque, l'Allemagne remet en service en ce moment, ou inaugure, comme vous disiez, 23 centrales à charbon. Oui, vous l'avez déjà dit, je vous ai dit ce que j'en pensais, c'était pas bien. Attendez, 23 centrales à charbon qui font que l'Allemagne, qui est déjà le premier pays pollueur européen en CO2, va augmenter encore son niveau de pollution. Ni l'un ni l'autre. C'est quand même... Ni l'un ni l'autre. Bon, allez, on se retrouve dans un instant. Donc, est-ce que c'est le retour du nucléaire en Europe? Il nous restera 5-6 minutes, pas plus, sur BFM Business. Les décodeurs de l'écho reviennent.